Imaginez un pays qui a résisté à des millénaires d'invasions, qui a survécu à des empires parmi les plus puissants de l'histoire, qui a tenu tête aux Mongols, aux Chinois, aux Français et aux Américains, et qui, malgré tout, existe encore aujourd'hui, plus vivant que jamais. Un pays où la forêt cache des secrets vieux de 4000 ans. Un pays dont les habitants ont appris, génération après génération, que la liberté ne se demande pas, elle se conquiert. De quel pays parlons-nous? Du Vietnam. Un long ruban de terre coincé entre la mer et les montagnes, entre l'Orient et l'Occident, entre la guerre et la paix. Une nation qui a été façonnée par le feu, par le sang, par les larmes, mais aussi par une résilience extraordinaire. Aujourd'hui, sur la chaîne à travers l'histoire, nous allons parcourir ensemble des millénaires d'histoire vietnamienne. Des premières civilisations mystérieuses jusqu'aux défis du monde moderne en 2026. Vous allez découvrir des batailles épiques, des dynasties oubliées, des résistances héroïques et une nation qui refuse, quoi qu'il arrive, de disparaître. Alors installez-vous confortablement et plongeons dans cette histoire. Pour comprendre le Vietnam, il faut remonter très loin dans le temps, à une époque où les jungles du delta du fleuve Rouge étaient peuplées de tribus qui ne savaient pas encore qu'elles allaient donner naissance à l'une des civilisations les plus durables d'Asie du Sud-Est. Les archéologues situent les premières traces humaines significatives au Vietnam autour de 500 000 avant notre ère. Mais c'est la culture de Dong Son, qui s'épanouit entre le 10e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, qui marque véritablement la naissance d'une identité culturelle distincte. Cette civilisation, installée dans les vallées du nord du pays, maîtrisait l'art du bronze à un niveau extraordinaire. Les tambours de Dong Son, ornés de motifs géométriques et de scènes de la vie quotidienne, sont encore aujourd'hui l'un des symboles les plus puissants de l'ancienneté de la culture vietnamienne. La tradition légendaire raconte que le peuple vietnamien descend de l'union du dragon Lac Long Can et de la fée des montagnes aux compagnies. De leur union naquirent 100 fils, dont 50 descendirent vers la mer et 50 restèrent dans les montagnes. C'est ce mélange de terre et de mer, de montagne et de plaine, qui définit encore aujourd'hui l'âme du Vietnam. Les premiers royaumes connus portent des noms que l'histoire a presque effacés. Van Lan, puis au lac. Ces entités politiques primitives gouvernaient les terres du Nord, là où le fleuve Rouge fertilise les plaines. Et c'est précisément cette richesse agricole qui allait attirer une puissance voisine redoutable. En 111 avant notre ère, les armées de la dynastie Han s'emparent du Vietnam du Nord. Commence alors une domination chinoise qui va durer 1000 ans. 1000 ans d'occupation, 1000 ans de résistance. La Chine impose sa langue, sa culture, son écriture, son administration. Les élites vietnamiennes adoptent le confucianisme, le bouddhisme, les caractères chinois. En apparence, le Vietnam se civilise. Mais en réalité, quelque chose résiste. Une identité profonde, une mémoire collective, une fierté qui ne s'éteint jamais vraiment. Et parfois, cette fierté explose. En l'an 40 de notre ère, deux sœurs changent l'histoire. Truong Trak et Truong Ni, filles d'un seigneur local, prennent les armes contre l'occupant chinois. Elles rassemblent une armée, libèrent 65 places fortes et Truong Trak se proclame reine. Pendant 3 ans, le Vietnam du Nord est libre. 3 ans seulement, avant que les armées chinoises ne reviennent en force. Plutôt que de se rendre, les deux sœurs préfèrent la mort. Elles se noient dans la rivière Ha Giang. Aujourd'hui encore, elles sont vénérées comme des héroïnes nationales. Leur histoire est gravée dans la mémoire collective d'un peuple qui sait que la résistance, même lorsqu'elle échoue, n'est jamais vaine. La domination chinoise continue, mais d'autres soulèvements se succèdent. En 248, c'est Trieu Thi Trinh qui prend les armes. En 544, Libye proclame un royaume indépendant éphémère. Ses flammes s'éteignent, mais elles gardent vivante la braise de l'indépendance. Et en 938, cette braise devient un incendie. Ngo Quyen, un chef militaire brillant, tend un piège spectaculaire à la flotte chinoise sur la rivière Bac Dong. Il fait planter des pieux de bois ferrés dans le lit de la rivière, attend que la marée monte, attire la flotte ennemie, puis attend que la marée descende. Les navires chinois s'empalent sur les pieux. C'est une victoire totale.
Le Vietnam retrouve son indépendance après 1000 ans d'occupation. La bataille de Bac Dong reste l'un des moments les plus célébrés de l'histoire vietnamienne. Commence alors une période de royaumes successifs qui va façonner le Vietnam médiéval. La dynastie Ly, qui règne de 1009 à 1225, établit la capitale à Tăng Lo, l'actuel Hanoï. Elle construit des pagodes, codifie les lois, développe l'agriculture. C'est une époque de consolidation nationale. Le bouddhisme devient la religion d'État. La culture vietnamienne s'affirme avec confiance. La dynastie Tran lui succède et doit faire face à l'une des menaces les plus terribles de l'histoire asiatique, les Mongols. Au XIIIe siècle, l'empire de Gengis Khan et de ses successeurs a déjà conquis la Chine, la Perse, une grande partie de l'Europe. Kubilai Khan envoie ses armées au Vietnam à 3 reprises, en 1258, 1284 et 1288. 3 fois, les Vietnamiens repoussent les envahisseurs. 3 fois, la stratégie est toujours la même. Éviter la confrontation directe, pratiquer la terre brûlée, épuiser l'ennemi dans la jungle et les marais, puis le contre-attaquer au moment opportun. Le général Tran Anh Dao est le héros de cette résistance. Son traité militaire, le Binh Tu Y Luoc, reste une référence de la stratégie de guérilla. Et lors de la 3e invasion, il reproduit le stratagème de Bac Dong. Les pieux dans la rivière, la marée, la défaite mongole. L'histoire se répète avec une précision qui ressemble presque à de la poésie. Pendant ce temps, au sud du pays, une autre civilisation évolue. Le royaume du Champa, peuplé de chamans douisés, occupe le centre et le sud de l'actuel Vietnam depuis des siècles. Les relations entre Vietnamiens et Cham alternent entre commerce, alliances et guerre. Progressivement, au fil des siècles, la poussée vers le sud des Vietnamiens, appelée Nam Thien, la marche vers le sud, réduit le territoire du Champa. Les temples Cham, comme ceux de Mae Song, demeurent aujourd'hui comme des témoins silencieux de cette civilisation engloutie. Plus au sud encore, au delta du Mekong, c'est l'empire khmer du Cambodge qui domine. Et la Nam Thien finira par atteindre ces terres aussi, intégrant progressivement dans la sphère vietnamienne des territoires qui forment aujourd'hui le sud du pays, y compris la région de l'actuelle Ho Chi Minh Ville. Le XVe siècle apporte une nouvelle épreuve. La Chine, sous la dynastie Ming, profite d'une période de chaos politique au Vietnam pour envahir à nouveau le pays en 1407. Pendant 20 ans, l'occupation Ming tente d'effacer l'identité vietnamienne. Les livres sont brûlés, la culture supprimée, les ressources pillées. Mais une fois encore, la résistance naît. Le Loa, un noble de la province de Thanh Hoa, lance une guerre de guérilla qui dure 10 ans. La révolte de Lam Son, comme on l'appelle, puise dans la même tactique que Tran Anh Dao. Harcelés, retraités, épuisés. En 1428, les Chinois sont chassés. Le Loa fonde la dynastie Le, considéré comme l'âge d'or du Vietnam. Il prend le nom de le Tai Tu. Son œuvre législative, le Code Ong Duc, est l'un des textes juridiques les plus avancés de l'Asie médiévale, notamment en ce qui concerne les droits des femmes. Le XVIe et le XVIIe siècle voient le pays se déchirer entre 2 grandes familles de seigneurs. Au nord, les Tran, au sud, les Nguyen. La cour impériale de Le existe encore, mais elle est vidée de son pouvoir. Ce sont les seigneurs qui gouvernent réellement. Et entre eux, c'est une guerre froide parfois chaude qui divise le pays en 2 zones d'influence séparées par une muraille. C'est aussi à cette époque que les premiers Européens arrivent. Les missionnaires jésuites, et parmi eux un certain Alexandre de Rhodes, développent le Coc Ngeu, une romanisation de la langue vietnamienne, basée sur l'alphabet latin. Ce système d'écriture, initialement conçu pour faciliter l'évangélisation, deviendra plus tard l'écriture officielle du Vietnam. L'une des ironies de l'histoire, c'est l'outil d'un colonisateur potentiel qui permettra à un peuple de préserver et diffuser sa propre culture. La fin du XVIIIe siècle voit surgir l'un des mouvements populaires les plus puissants de l'histoire vietnamienne. La révolte de Tay Son. 3 frères, issus d'une famille de marchands, soulèvent les paysans contre les inégalités criantes de l'époque. Nguyen U, le plus brillant des 3, écrase les seigneurs Nguyen au sud, puis marche vers le nord et défait les Trans. Et quand la Chine des Qing envoie 200 000 soldats pour restaurer les Leux, Nguyen U frappe, en plein été lunaire de 1789,
surprise totale. En quelques jours, l'armée chinoise est détruite. C'est l'une des victoires militaires les plus éclatantes de l'histoire du Vietnam. Mais la dynastie ne survit pas longtemps. Nguyen Anh, un prince de la famille Nguyen survivant avec l'aide du missionnaire français Pignot de Buen et de quelques officiers européens, reconquiert progressivement le pays. En 1802, il unifie le Vietnam du nord au sud pour la première fois. Il prend le nom de Gia Long et fonde la dernière dynastie impériale du Vietnam, la dynastie Nguyen. Il choisit comme capitale. Le Vietnam, tel que nous le connaissons géographiquement aujourd'hui, est né. Mais cette unification arrive au mauvais moment de l'histoire mondiale. L'Europe est en pleine expansion coloniale et la France a des vues sur l'Asie du Sud-Est. Les premières interventions militaires françaises commencent en 1858. Da Nang, puis Saigon tombe rapidement. La résistance vietnamienne est réelle, mais insuffisante face aux canonnières et aux fusils modernes. En 1883 et 1884, les traités de Hue transforment le Vietnam en protectorat français. L'Indochine française est officiellement créée en 1887, regroupant le Vietnam, le Cambodge et le Laos sous contrôle de Paris. La colonisation française laisse un héritage profondément contradictoire. D'un côté, la construction de routes, de chemins de fer, d'hôpitaux, d'écoles. De l'autre, l'exploitation des plantations de caoutchouc dans des conditions proches de l'esclavage, la suppression des droits politiques, les impôts écrasants sur le sel et l'opium, la déstabilisation des structures sociales traditionnelles. Permettez-moi de faire une pause ici. Si vous trouvez que cette plongée dans l'histoire est fascinante, pensez à vous abonner à la chaîne à travers l'histoire. Chaque semaine, nous explorons ensemble des récits qui ont changé le monde. Votre abonnement nous aide à continuer ce voyage dans le temps. Des voix de résistance s'élèvent. Pham Boi Chau, Phan Chau Trinh et bien d'autres intellectuels cherchent des voies vers l'indépendance, certains en faisant appel au Japon, d'autres en plaidant pour des réformes progressives. Mais la répression est sévère, les leaders sont emprisonnés ou exilés. Et puis arrive une figure qui va tout changer. Nguyen Sinh Khun naît en 1890 dans une famille de lettrés. Il quitte le Vietnam à 20 ans, voyage en Europe, travaille à Paris, London, rejoint les milieux communistes internationaux. Il assiste à la conférence de Versailles en 1919 avec l'espoir que les principes d'autodétermination de Wilson s'appliqueront aussi au peuple colonisé. Il est ignoré. Cette déception le radicalise. Il prend le nom de Ho Chi Minh, celui qui éclaire. Et il va consacrer sa vie à une seule cause, l'indépendance du Vietnam. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon occupe l'Indochine, laissant les Français en place comme administrateurs fantômes jusqu'en mars 1945. Ho Chi Minh et son mouvement, le Viet Minh, profitent du chaos pour s'organiser dans les jungles du Nord. Ils reçoivent même un soutien américain à cette époque, les Alliés voyant en eux des résistants anti-japonais utiles. Le 2 septembre 1945, dans une Hanoï libérée, Ho Chi Minh monte sur une estrade et lit la déclaration d'indépendance du Vietnam. Il commence par ces mots empruntés à la déclaration d'indépendance américaine. Tous les hommes sont créés égaux. Le Vietnam est une république démocratique. La foule est en délire. Mais la France n'a pas dit son dernier mot. Les négociations échouent. En décembre 1946, la guerre commence. La guerre d'Indochine. Pendant 8 ans, le Viet Minh affronte l'armée française dans les jungles et les rizières. La tactique est celle que l'on connaît désormais. Guérilla, embuscade, mobilisation populaire. Le général Vo Nguyen Giap est le cerveau militaire du Viet Minh. En 1954, la France décide de forcer une bataille décisive dans une cuvette encerclée par les montagnes. Dien Bien Phu. Les stratèges français pensent pouvoir s'y ravitailler par air et épuiser l'ennemi. Ils sous-estiment totalement la capacité des Vietnamiens à transporter des canons d'artillerie à dos d'homme à travers la jungle. Pendant 56 jours, les forces françaises sont encerclées et martelées. Le 7 mai 1954, la garnison capitule. C'est la plus grande défaite militaire française de l'après-guerre. Et c'est la fin de la présence coloniale française en Asie du Sud-Est. Les accords de Genève qui suivent divisent le Vietnam en deux. Au nord, la République démocratique de Ho Chi Minh. Au sud, un État soutenu par les Occidentaux,
qui sera bientôt dirigé par Ngo Dinh Diem avec l'appui américain. Des élections nationales sont prévues pour 1956 afin de réunifier le pays. Elles n'auront jamais lieu. Les Américains et Diem savent que Ho Chi Minh les gagnerait haut la main. Le Vietnam du Sud s'enfonce dans l'instabilité politique et la répression. Le mouvement de résistance au Sud, le FNL, soutenu par le Nord, commence une guérilla. Les États-Unis, engagés dans la logique de la guerre froide et de la théorie des dominos, envoient des conseillers, puis des soldats, puis des centaines de milliers de soldats. La guerre du Vietnam, le conflit qui a déchiré non seulement une nation mais aussi la conscience occidentale. Les bombardements américains sont d'une intensité qui dépasse l'entendement. Le Vietnam reçoit plus de bombes que tous les pays européens pendant la Seconde Guerre mondiale réunie. L'agent orange, ce défoliant chimique, détruit des millions d'hectares de forêts et laisse des séquelles génétiques qui persistent encore aujourd'hui dans les familles vietnamiennes. Et pourtant, la résistance ne cède pas. L'offensive du Tay en janvier 1968 est un tournant psychologique majeur. Les combattants du Viet Cong et de l'armée nord-vietnamienne attaquent simultanément plus d'une centaine de villes et villages au sud. Militairement, l'offensive est repoussée. Psychologiquement, elle brise le mythe de la supériorité américaine et convainc l'opinion publique américaine que cette guerre ne peut pas être gagnée. Les États-Unis commencent à se retirer. Les accords de Paris en 1973 prévoient un cessez-le-feu. Les soldats américains rentrent au pays. Mais la guerre entre les deux Vietnams continue. Le 30 avril 1975, les chars nord-vietnamiens enfoncent les grilles du palais de la réunification à Saigon. C'est la chute de Saigon. Des scènes d'hélicoptères sur les toits, d'évacuations précipitées. Le Sud s'effondre. En 1976, le Vietnam est officiellement réunifié sous le nom de République socialiste du Vietnam. Hanoï est la capitale. Saigon devient Ho Chi Minh Ville. Mais la paix ne vient pas immédiatement. Le régime Khmer Rouge au Cambodge voisin, malgré sa rhétorique communiste, attaque les frontières vietnamiennes. En 1978, le Vietnam envahit le Cambodge et renverse Pol Pot, mettant fin au génocide. Une intervention controversée sur la scène internationale, mais qui sauve des millions de vies. En représailles, la Chine attaque le nord du Vietnam en 1979. La guerre sino-vietnamienne ne dure que quelques semaines, mais elle est sanglante des deux côtés. Elle révèle au monde que le Vietnam n'est l'allié inconditionnel d'aucune grande puissance. Ce pays refuse, jusqu'au bout, d'être le satellite de quiconque. Les années 1980 sont celles de la reconstruction dans l'épuisement. L'économie planifiée dysfonctionne. Les pénuries sont chroniques. Des centaines de milliers de Vietnamiens fuient le pays. Les fameux boat people, risquant leur vie en mer pour atteindre des rivages plus cléments. L'embargo américain étouffe l'économie. Le pays est isolé diplomatiquement. Et puis vient le Douamois. En 1986, le Parti communiste vietnamien prend une décision historique lors de son 6e congrès. Douamois signifie littéralement renouveau. C'est une politique de réformes économiques qui ouvre le marché, permet l'entreprise privée, attire les investissements étrangers, tout en maintenant le contrôle politique du parti. C'est le modèle chinois appliqué à la manière vietnamienne. Les résultats sont spectaculaires. En une décennie, le Vietnam passe d'un pays où la faim était endémique à un exportateur net de riz. La croissance économique s'envole. Les villes se transforment. Une classe moyenne émerge. En 1995, les États-Unis et le Vietnam normalisent leurs relations diplomatiques. L'embargo est levé. Le Vietnam rejoint l'ASEAN. En 2007, il intègre l'Organisation mondiale du commerce. Le miracle économique vietnamien fascine les économistes du monde entier. Un pays qui avait été bombardé jusqu'à l'âge de pierre 30 ans plus tôt devenait l'une des économies les plus dynamiques d'Asie. Les 2 premières décennies du XXIe siècle confirment cette trajectoire. Le Vietnam devient un hub manufacturier mondial, concurrent direct de la Chine pour de nombreuses industries. Les usines de smartphones, de textiles, de chaussures se multiplient. Le tourisme explose. Hanoï et Ho Chi Minh Ville se couvrent de gratte-ciel. Mais des tensions persistent. La question des droits politiques reste épineuse. Le parti unique ne tolère pas la dissidence organisée.
Les blogueurs et militants sont régulièrement emprisonnés. La liberté de la presse est sévèrement limitée. C'est la contradiction profonde du modèle vietnamien. Une économie de plus en plus libérale dans un cadre politique toujours autoritaire. Sur le plan international, la question de la mer de Chine méridionale empoisonne les relations avec Pékin. Le Vietnam revendique les îles Paracel et Spratly, également réclamées par la Chine. Des incidents en mer se multiplient. Le Vietnam navigue avec habileté entre ses liens historiques avec la Chine, dont il a besoin économiquement, et ses velléités d'indépendance stratégique qui le rapprochent parfois des États-Unis et de l'Occident. En 2020 et 2021, le Vietnam impressionne le monde avec sa gestion de la pandémie de Covid-19. Grâce à une réponse précoce et agressive, le pays limite le nombre de décès à des niveaux très bas pendant les premières vagues. C'est un exemple de mobilisation collective qui rappelle, à sa manière, les ressorts profonds de la résistance vietnamienne. En 2024 et 2025, le Vietnam continue sa montée en puissance économique. Les investissements directs étrangers atteignent des records. Les tensions géopolitiques mondiales, notamment la rivalité sino-américaine, font paradoxalement du Vietnam un bénéficiaire. Les entreprises cherchant à diversifier leur chaîne d'approvisionnement hors de Chine. Le Vietnam se présente comme une alternative stable et compétitive. Au début de 2026, le Vietnam est un pays de près de 100 millions d'habitants, avec l'une des pyramides des âges les plus jeunes d'Asie. C'est un pays qui porte en lui les cicatrices de milliers d'années de conflits, mais aussi l'énergie d'une nation qui sait exactement ce qu'elle a traversé pour exister. Ce qui frappe, au bout de ce long voyage dans l'histoire, c'est la continuité d'un certain caractère. La ténacité, la capacité à absorber les cultures étrangères sans se dissoudre en elles. La préférence pour la guérilla sur la confrontation directe, que ce soit dans la jungle ou dans les négociations commerciales. Et cet attachement viscéral à l'idée que le Vietnam appartient aux Vietnamiens. Les Chinois ont occupé le pays 1000 ans. Ils sont partis. Les Mongols ont essayé 3 fois. Ils ont échoué 3 fois. Les Français ont cru construire une Indochine éternelle. Elle a duré moins d'1 siècle. Les Américains ont déversé des millions de tonnes de bombes. Ils ont plié bagages en 1975. Et le Vietnam, lui, est toujours là. Il y a dans cette histoire une leçon qui dépasse largement les frontières de ce pays. La leçon que la force brute, aussi écrasante soit-elle, ne peut pas indéfiniment soumettre un peuple qui a décidé d'exister. Que la mémoire collective est plus puissante que n'importe quelle armée. Et que l'identité, quand elle est profondément ancrée, est tout simplement indestructible. Alors voici la question que je vous laisse. Dans un monde où les grandes puissances disputent à nouveau l'influence sur l'Asie du Sud-Est, pensez-vous que le Vietnam parviendra à maintenir cette indépendance qui lui a coûté si cher? Ou les pressions économiques et géopolitiques du XXIe siècle sont-elles une menace d'un nouveau genre, plus subtile mais tout aussi dangereuse? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Si cette histoire vous a passionné, et j'espère que c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à travers l'histoire. Appuyez sur le bouton like si vous souhaitez que nous continuions à explorer ensemble ces récits qui ont forgé notre monde. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire. Parce que l'histoire, comme le disait quelqu'un de sage, n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce dont nous nous souvenons. Et nous, sur cette chaîne, nous nous souvenons de tout.